Nicolas, comment ça va? Il y a du monde dans le chat. Comment ça va? On est bien chez toi. Ouais, vas-y. Merci beaucoup de me recevoir. Hein, avec plaisir. Attends, je suis vraiment désolé parce que en fait. T'inquiète, on s'est pas compris, c'est pas. Mais moi j'ai un vieux numéro à toi, je pense, parce que je t'ai envoyé un texto et je fais. Et moi j'étais en émission et donc peut-être que j'ai reçu un mail et j'ai pas pu le voir. C'est pas grave. Comment vas-tu? Ça va, on est un peu les traits tirés là parce que le salon va bientôt ouvrir, donc. Mais on est super content de ce qui se profile. Là, le salon, il est en cours de montage. Là. Ouais, parce que ça y est, là, on est dans la semaine importante, la semaine de la Paris Games Week. Exactement. Moi, je t'avoue que c'est une semaine que j'attends beaucoup. Tu vois, il y a tout le monde dans le chat. Les gens te disent bonjour. Les gens auront peut-être des questions pour toi. Mais bien sûr, Black Nounours, que tu l'as déjà vu, Nicolas Vignol, qui est le directeur général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Ouais. Et le directeur de la Paris Games Week. Ouais, c'est ça. Ouais. Accessoirement. J'avais une question alors, on s'est déjà vu, Nicolas. Nous, on s'est déjà vu en émission il y a 2 ans, je crois. C'était il y a 2 ans. Ouais. Il y a une question que je ne t'avais pas posée à l'époque et que je vais te poser aujourd'hui. C'est ton parcours. D'où tu viens? Ouais. Ouais, d'accord. Moi, je viens, en fait, pendant... Je vais peut-être pas me rendre populaire. Non, mais on est là en transparence, tranquillement. Les gens sont cool. Moi, je suis content de mon parcours. J'ai fait une quinzaine d'années, en fait, à accompagner des responsables politiques, que ce soit des députés. Après, j'ai eu la chance de travailler avec des ministres. J'étais en cabinet ministériel. J'ai fait conseiller parlementaire, c'est-à-dire accompagner les ministres quand ils vont à l'Assemblée, au Sénat, etc. J'étais spécialiste de ces questions-là. Donc, je connais bien le fonctionnement des institutions, on va dire. Et puis après, je suis devenu même chef de cabinet d'un ministre, qui était en charge du numérique. J'ai fait des allers-retours, j'ai pas fait que ça. J'ai travaillé dans une petite start-up qui se lançait pendant 2 ans parce que c'est un monde le monde de la tech, voilà, c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Ouais. Et puis quand j'ai fini ce parcours un peu d'aller-retour entre des startups et puis le monde politique, moi, vraiment le numérique, le digital, mais aussi les questions d'entertainment, on va dire digital, numérique, me plaisaient beaucoup et j'ai eu la chance qu'on me tende la main au sel en me disant voilà, le délégué général part. C'était l'excellent Emmanuel Martin, voilà, qui drivait la Paris Games Week à l'époque. Et moi, ça fait 4 ans que je fais ce job-là et je pense que je le dis c'est le meilleur job de ma vie. Ah ouais. Je jouais à titre perso, mais je connaissais pas tout l'écosystème du jeu vidéo. De le représenter entre guillemets, ça me plaît beaucoup. Et puis d'organiser la Paris Games Week, moi ça me tient beaucoup à cœur. Voilà. On va peut-être en parler, mais c'est la grosse fête du secteur et des gens aussi qui l'aiment beaucoup cet événement. Donc, Ah oui. Alors c'est quoi celle? C'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Si je ne me suis pas trompé dans l'ordre des lettres, il me semble que c'est ça. Et donc oui, en fait, rien que dans ton parcours déjà, tu avais déjà donc, cet affect pour tout ce qui est lié au numérique, à l'entertainment, tu le disais. Tu disais que tu jouais aux jeux vidéo, mais que tu connaissais pas tout. Et en fait, moi, je trouve que il en faut, de toute façon, des gens qui mettent le pied dedans et qui arrivent justement à intéresser à la fois des gens qui sont des gamers, donc qui essaient d'attirer. Moi, je me rappelle à une époque, je sais plus c'était quand exactement, il y avait une conférence de PlayStation à la Paris Games Week, en tout cas dans le cadre autour de la Paris Games Week. Il faut qu'il y ait des gens en fait qui sachent effectivement faire le lien entre les gens qui sont peut-être des gens comme moi qui jouent tout le temps à tout et à plein de choses et des gens comme monsieur et madame tout le monde qui jouent à leurs jeux sur mobile et qui ont envie simplement de voir un peu plus que ce qu'ils ont l'habitude de connaître, quoi. Ouais. Puis moi, je vais en fait, mon job à l'année, en fait, c'est vraiment, il y a un peu gros mot en France, mais que les anglo-saxons, mes homologues américains, anglais utilisent beaucoup, même allemands. Moi, je suis vraiment le lobbyiste de l'industrie. J'ai absolument pas de problème à le dire. C'est quoi faire du lobbying? C'est vraiment, quand les pouvoirs publics ils veulent parler contrôle parental, quand ils veulent parler protection des mineurs dans le jeu vidéo, il faut qu'ils aient un numéro de téléphone et quelqu'un à qui tirer les oreilles ou demander plus pour que l'industrie se bouge, mais aussi sur les questions environnementales, comment le jeu il peut être moins consommateur, moins gourmand, comment on avance sur tous ces sujets-là. Faut bien, entre guillemets, un numéro de téléphone et une personne avec qui parler de ces enjeux-là. Donc moi, c'est mon boulot à l'année de faire ça. C'est ça le cœur de mon travail. Donc en fait, de regarder où se situe le curseur, par exemple, quand on a... Alors, je sais pas, je vais prendre un exemple, je sais pas du tout si tu connais. Alors moi, à une époque, ça fait un moment, j'entendais souvent parler d'un truc qui s'appelait, je crois, dans le chat, ils me diront, mais ça s'appelait Famille de France, à une époque. Dans le genre. Et ça, moi, à chaque fois que j'entendais Famille de France, je t'avoue que mes poils se hérissaient un peu, parce que j'avais cette sensation qu'on voulait, entre guillemets, empêcher mon jeu vidéo et... sous prétexte de déresponsabilisation de certains vis-à-vis de leurs enfants ou je sais pas trop quoi, qu'on voulait m'interdire à moi en tant qu'adulte responsable de jouer à certains jeux vidéo. Est-ce que toi, ton travail, c'est justement d'essayer de voir avec ces gens-là d'une part,
et l'industrie d'autre part? Comment est-ce qu'on peut trouver des terrains d'entente et ce genre de choses? Ouais, alors heureusement, on a dépassé un peu oui, l'époque famille de France. Ouais, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Carrément ce que tu veux dire. Oui, bah moi, c'est vraiment mon rôle, c'est comme ça que je le conçois. Donc en fait, moi, je vais voir le secrétariat d'État à la famille. Peut-être les gens le savent pas, mais il y a un secrétariat d'État à la famille. Je vais voir, mais je peux aller voir aussi le ministère des Sports, parce qu'il y a plein de synergies à trouver entre le monde de l'e-sport, du jeu vidéo, du sport. On tente des choses. Je fais vraiment l'interface entre la société civile, des gens qui sont très inquiets, par exemple, du jeu vidéo. Puis je vais leur faire découvrir. J'essaie de changer aussi les formats, la manière dont par exemple, les parlementaires aujourd'hui, les députés, les sénateurs, pour qu'ils soient des alliés qui connaissent mieux, en tout cas, je les fais jouer. Par exemple, je les fais venir au CEL par groupe de 2 ou 3. Et en fait, plutôt que de blablater, j'allume une console. D'ailleurs, on a les 3 consoles du marché, voilà. On les fait tester les dernières nouveautés, manette en main, histoire qu'ils comprennent un petit peu. Et parfois, il y en a carrément qu'on perd complètement parce qu'ils adorent. Voilà, ils se perdent dedans. Et c'est une manière, après, on coupe. Au bout de 30, 40 minutes, on arrête et pendant 20, 25 minutes, on va discuter des enjeux du jeu vidéo. Je leur dis, bah, voyez, vous avez commencé la partie. En fait, on paramètre du contrôle parental, on peut mettre du contrôle parental. Vous avez vu, à un moment, il y a possibilité d'acheter un skin. Par exemple, bah, on va discuter des achats intégrés. Genre, qui commencent à s'insérer dans le jeu, que si on en abuse quand on a un éditeur de jeu, bah, la sanction, elle vient de la communauté des joueuses et des joueurs qui sont les premiers à sanctionner ce genre de truc. Donc, faut pas forcément énormément de lois ou de régulation là-dessus. C'est d'abord la sanction des communautés qui se fait et tout, donc ils comprennent mieux. Voilà, moi j'essaie de changer les formats aussi pour que tout cet environnement, faut l'accepter quand on est dans le jeu vidéo qui connaît pas par cœur ce milieu-là, le connaisse mieux. Oui. Et donc le cartonne pas entre gratuitement. Voilà. Exactement. Typiquement, tout à fait concrètement, en fait, des gens vont arriver avec des idées reçues, comme c'est souvent le cas dans plein de domaines différents. Oui. Et quand les gens vont arriver avec ces idées reçues-là, toi tu vas leur dire, écoute, viens. Je vais te montrer en fait que c'est peut-être pas ce à quoi tu t'attends. Et là, il va essayer, il va voir un petit peu ce que ça donne. Toi, tu vas faire de la pédagogie pour lui montrer ce que ça donne. Et à ce moment-là, il va, après ça, des questions-réponses, où là, en fait, il y aura peut-être des interrogations, des trucs. Et là, tu pourras expliquer de façon très concrète. C'est ça. Et est-ce que ça veut dire que tu as aussi... Alors, donc, tu as des rapports avec les gens qui ne connaissent pas, notamment des gens qui sont placés et qui sont là pour faire passer parfois des lois et des choses dans le genre. Est-ce que tu as des rapports aussi avec, j'imagine, avec les éditeurs de jeux vidéo, parce que oui, c'est ton métier à l'année même. Et comment ça se passe avec un éditeur de jeux vidéo? J'ai vu qu'il y a des questions, vous inquiétez pas. Gardez vos questions, give me back machin, comment il gère, comment il le gère. Gardez vos questions, on verra ça tout à l'heure. Et vous les reposterez dans un petit moment. Donc, pardon. Donc... J'aime bien les jeux de mots sur à cheval au CEL. Il y a pas mal de jeux de mots sur le nom de l'assaut et du syndicat. Non, mais ils sont un peu taquins, mais ils sont pas méchants. Donc, comment tu gères les éditeurs? Comment ça se passe de façon concrète avec les éditeurs? Ouais, bah, alors moi, clairement, le CEL, ça représente 25 entreprises, pour être factuel. Voilà, c'est les 25 majors, on va dire les 25 plus gros éditeurs de jeux vidéo au monde. Sur ces 25, je le dis tout de suite, il n'y a pas que des groupes étrangers. Il y a 7 éditeurs français, parce qu'on est dans la partie, mine de rien. Que ce soit Ubisoft, Dontnod, Plugin Digital, Focus Entertainment, il faut le rappeler, mais il y a des gros éditeurs français. C'est la grosse force de frappe aussi du secteur, même si en ce moment, on se galère un petit peu. Donc moi, j'ai beaucoup d'échanges avec tous ces gens-là. En tout cas, les dirigeants français et les responsables européens, je les connais très directement parce que je suis membre du gros syndicat européen aussi qui vraiment back l'industrie au niveau européen. Donc là, c'est encore plus du lourd. Si je puis dire, c'est des gros décideurs qui peuvent vraiment remonter avec le global. Vous savez, les gros éditeurs, c'est les grosses entreprises internationales où parfois certaines décisions sont prises au global. À partir du niveau IMIA européen, ça commence à prendre des grosses décisions. Donc moi, mon rôle, c'est de leur dire attention, par exemple, la France est en train de bouger sur ça. Il faut que vous bougiez sur vos standards dans tel domaine. Souvent, la France est assez en avance sur les régulations de protection des mineurs, et elle a raison d'ailleurs. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment d'alerter et de dire attention les gars, soit vous n'êtes pas au niveau et il faut s'adapter, soit au contraire, je trouve que parfois, je pourrais donner un détail très précis, parfois on est vraiment très en avance par rapport aux réseaux sociaux par exemple, ou d'autres univers numériques. Moi, c'est beaucoup mon mantra, c'est de montrer aux politiques en fait le jeu vidéo devrait être bien plus pris en exemple pour contaminer les autres verticales, que ce soit les messageries type Discord, que ce soit ou Telegram ou les réseaux sociaux. Il y a beaucoup à s'inspirer du jeu vidéo. On a un niveau de sophistication pour protéger les plus jeunes qui est très élaboré. On protège bien, contrairement à ce qu'on dit, on protège
pas mal du tout les plus jeunes. D'accord. Voilà. J'avais vu 2-3 questions. Alors, celle que je vois tout en haut, donc il y a Give Me Back mon pseudo là. Pour les droits de propriété des jeux vidéo en licence. Mince, Carl, fais monter un tout petit peu pour moi, s'il te plaît. En licence numérique, quand on les achète, est-ce que c'est vous que l'État consulte? Parce que tu sais, on sait que les jeux qu'on achète sur des plateformes en ligne comme Steam, etc., ce ne sont pas des jeux qu'on possède de façon très concrète. C'est-à-dire qu'on possède le droit d'exploiter une licence. D'utilisation privée. Voilà, et effectivement, à un moment donné, j'ai entendu qu'il y avait eu des débats sur le fait que il a été question à un moment donné, je crois que c'était au niveau européen, il a été question de permettre aux gens de posséder un jeu, de revendre un jeu numérique d'occasion, de ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a des consultations avec vous à ce niveau-là ou c'est pas votre domaine de compétence? Non, c'est pointu. Hein. Non, c'est bien. On a des gens dans le chat qui sont carrés. Mais non, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a 2 régimes juridiques pour pas être trop complexe. Vous avez parfaitement raison. Il y a un régime juridique sur les jeux physiques, les cartouches physiques, où effectivement il peut y avoir de la revente. Parce que voilà. Et le jeu virtuel, il est considéré, pour ceux qui aiment bien un peu le droit, il y a eu différents arrêts, y compris de la Cour d'appel de Paris, sur un jugement très, très récent, qui a clairement dit que non, ça relève du monde du logiciel et on ne peut pas le revendre. Parce qu'on n'en a pas de la même manière, en tout cas la propriété. Quand vous achetez un jeu vidéo, c'est vrai que c'est un petit peu dur à se figurer, mais on achète un droit d'utilisation privée de ce jeu. Donc ça, c'est un petit peu spécial. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, que ça a longtemps, et je dois le dire, ça a freiné le développement, par exemple, de l'e-sport. Parce que l'e-sport, c'est du jeu vidéo compétitif à plusieurs, en collectif. Et que nous, le jeu vidéo, il était formaté pour t'as acheté un jeu, tu l'utilises pour toi. Et donc les éditeurs, qu'est-ce qu'ils ont créé? Des licences d'utilisation collective, ça s'appelle, qui a déverrouillé l'e-sport, qui permet à l'e-sport aujourd'hui d'être boosté. Donc, pour répondre à la question, à part vous dire que oui, l'état du droit aujourd'hui, c'est bien cette distinction, c'est bien l'état du droit. On ne peut pas revendre un jeu qu'on a acheté en digital. Ce n'est pas possible. Et moi, en tant que CEL, je vous dois la vérité, c'est plutôt la doxa qui va bien aux éditeurs de jeux aujourd'hui, même si ça peut ne pas plaire. Peut-être que dans le chat, il y aura des réactions, etc. Oui, on l'a vu avec The Crew notamment. Alors, The Crew, c'est encore autre chose. C'est vraiment quand les serveurs... Enfin, je ne sais pas si on parle de ça, mais c'est quand les serveurs ferment. Donc ça, à la rigueur, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, le fait de ne pas pouvoir revendre un jeu qu'on acquiert en ligne, pour moi, c'est une sécurité. C'est dur à comprendre peut-être pour ceux qui nous suivent, mais le jeu vidéo est un secteur qui a super bien protégé ceux qui créent la valeur, à savoir les développeurs et les studios. Si on veut payer correctement les studios, ça veut dire que toute la chaîne doit être très très fermée sur la manière dont elle protège sa propriété intellectuelle. Parce que sinon, on se fait... Et c'est pour ça que d'ailleurs le jeu vidéo s'est pas fait défoncer, passez-moi l'expression, par des géants venus peut-être de la tech, les GAFA, etc. Elle a très bien protégé son business. Et donc il faut être vigilant aussi quand on aime le jeu vidéo. Il faut protéger les licences et derrière ceux qui l'ont créé, parce que c'est les créateurs de jeux qu'il faut pas tuer. Et donc c'est pour ça qu'on verrouille. C'est vrai que le modèle, il est très protégé. Oui, en fait c'est vrai que alors moi j'ai tendance à le dire, je passe souvent pour... on me traite un petit peu quand je dis ça, mais moi j'ai tendance à dire que en fait, oui, les jeux coûtent de plus en plus cher, c'est vrai, c'est un fait, mais que en fait les jeux coûtent de plus en plus cher aussi à être fabriqués. Alors oui, il y a des éditeurs qui gagnent beaucoup d'argent, donc peut-être qu'ils devraient certains faire, je sais pas, des efforts de gentillesse, je sais pas trop, mais ce sont des entreprises. L'entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent, et plus tu investis, et plus en fait, il faut que tu retrouves investissement. Donc oui, on ne fait pas un jeu comme Street of Rage 2 avec 6 personnes qui va coûter 300 000 € grand maximum et qui va te rapporter en 6 mois, qui va être rentable en moins de 6 mois, tu es devenu riche avec ton petit jeu, que quand on fait un The Last of Us 2, par exemple, qui va coûter plusieurs centaines de millions d'euros avec des centaines de personnes qui travaillent. Donc ça, c'est un discours que j'ai tendance à avoir. Mais les gens, en fait, et je les comprends, parce que tu penses à toi d'abord, et c'est normal. L'être humain, il est là, il pense à lui d'abord. Et les gens ont tendance à avoir un peu plus de mal. Pourquoi les gens dématérialisés sont plus chers? Alors, en fait, les gens dématérialisés, les gens dématérialisés, ils sont plus chers parce que quand tu vas acheter ton jeu en physique, notamment dans un magasin, tu n'y vas pas pour acheter un jeu vidéo toujours. Ou en tout cas, tu vas acheter autre chose à côté. Quand tu vas chez Leclerc, chez Carrefour ou bien chez Auchan et que tu achètes un jeu vidéo, en même temps, tu vas prendre ton pain, tu vas prendre une viande, tu vas prendre un truc. Et donc, en fait, c'est un produit d'appel. C'est pour ça que certains, d'ailleurs, je ne sais pas si côté éditeur, moi, j'ai déjà entendu des gens qui travaillent dans l'industrie me dire que le
le prix de vente d'un jeu vidéo dans certaines marketplaces, dans certains endroits, en fait, n'est pas positif pour l'industrie. Est-ce que tu entends ce genre de... Alors ça, je peux pas aller dans un sens ou dans un autre. Je sais pas bien, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'ai encore entendu super récemment. Le seul petit pas de côté que je ferais, c'est que la France, elle a une vraie spécificité, par exemple, c'est la manière dont on consomme aussi le jeu vidéo, et vous allez le retrouver dans l'essentiel du jeu vidéo que le CEL publie, là, qui vient juste, je fais ma petite promo, mais on sort 2 grosses études dans l'année, c'est aussi un job qu'on fait. On a accès et ça, c'est génial comme métier. On a les datas vraiment du jeu vidéo, comment on joue, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, chaque année, on essaye d'expliquer. Tu vois, on parlait en introduction. Moi, mon rôle, c'est aussi d'expliquer à la presse généraliste, au Monde, aux Échos, qui une fois par an s'intéressent aux jeux vidéo. Donc, je leur explique les chiffres et je les décortique. Ouais. Voilà, il y a aussi des gens comme toi qui le font et tout. Alors, tout ça pour revenir à ta question. En fait, nous, on a un marché physique, par exemple, tu verras dans cette étude, qui surprend souvent les gens qui nous lisent en disant « Mais je suis quand même surpris qu'il y ait autant de gens qui achètent encore en physique. » Oui, le marché français, il est quand même encore assez solide en physique. Alors, évidemment, alors ça, c'est le software. Alors, fais gaffe parce que tu as des sous-catégories. Ah oui, mince, il faut que je de clique. l'écosystème console. Non, mais c'est intéressant. Ah oui, d'accord. C'est les jeux consoles, par exemple. Tu vois, comme cet exemple-là. Ouais. Là, c'est pas 80-20 contrairement à ce qu'on pense. C'est vrai que moi je pensais que c'était 80-20. C'est quand même assez solide le physique. Et pourquoi en fait on a même demandé plus loin, pourquoi vous allez acheter en physique? Les gens disent le conseil en magasin ça compte. La réalité du jeu vidéo comme on le consomme aujourd'hui, c'est un achat de 2-3 jeux sur une année, des gros jeux. Et donc comme on veut pas se gourer, ou parfois il y a des gens qui sont des parents qui veulent offrir aux enfants, ils vont dans un magasin pour être conseillés, pour être. On reste encore un peu attaché à ça. Vous savez, je veux pas faire de promo pour le retail, enfin pour les distributeurs en physique, mais par exemple les secteurs culturels des Leclerc, par exemple, le secteur qui marche le plus, c'est le jeu vidéo dans ces secteurs culturels, notamment en province. Voilà. Ça marche vachement bien parce qu'on vient pour acheter un casque JBL ou autre, et puis en fait on se balade dans les allées et puis on tombe sur le rayon jeux vidéo et on repart avec un jeu. C'est ça la réalité aussi du marché. Donc, et c'est vrai qu'il y a des OP par les retailers et la distribution qui sont souvent très pushy pour avoir des jeux où vous trouvez à 39, 49, 59 euros, alors que le jeu en digital est un peu plus cher. Ça, c'est vrai. J'ai vu une question de Malo qui demandait, est-ce que c'est pas un peu large de considérer qu'un ou une joueuse qui a lancé un Candy Crush une fois dans l'année, c'est un joueur? Est-ce que il trouve que c'est un peu... Déjà, est-ce que c'est comme ça que ça marche? Moi, j'en sais rien. Est-ce que quand vous considérez un joueur, c'est un joueur relativement, je sais pas moi, la personne elle joue une fois par semaine à Candy Crush, ou bien est-ce que si elle a lancé le jeu une seule fois dans l'année, un Candy Crush, c'est considéré comme un joueur? Ouais, je vais faire une réponse super courte parce que souvent on se fait un petit peu cartonner là-dessus, alors qu'en fait l'étude, très honnêtement, si tu la prends dès la page 2 ou 3, elle est super claire de ce point de vue-là. En fait, ce qu'on fait, et même cette année on a changé de pied parce qu'on voulait pas être critiqué sous cet angle-là. En fait, nous, on communique très fort depuis quelques années sur le 7 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo. C'est marqué, alors peut-être que l'astérix elle est trop petite, mais c'est clairement des joueurs occasionnels. Donc, et le occasionnel, moi je le trouve, honnêtement, on a eu des débats dans l'équipe, c'est au moins une fois par an. Donc je le trouvais trop faiblard. Parce qu'en fait, vis-à-vis des gens, je trouvais ça un peu mensonger de dire 7 Français sur 10, si tu as joué à Candy Crush une fois dans le bus, je prends carrément cette critique-là. Du coup, ce qu'on a fait cette année, tu verras, parce que ça, je pense que c'est le bilan marché 23. Là, on vient de sortir l'essentiel du jeu vidéo. Ah, je l'ai raté. Il est tout beau, tout chaud. Tu vas pouvoir le trouver sur notre site. C'est le JV d'octobre 2024. Et alors, notre site, tu vois, c'est là que je me dis, mince, il n'est pas bien fait. Il n'apparaît pas tout de suite. Attends, je charge la page. Je charge la page. Je sais où il est. mais en fait, nous, on s'est beaucoup focusé aujourd'hui sur les... Regarde, remonte. Tu vois, je vais te montrer. Va dans l'industrie. Descend, profil des joueurs 2024. On l'a pas mis en homepage parce qu'en fait, il y a la PG en ce moment. Ah bah oui, et on voulait pas perturber. Mais désolé, il est pas fièrement trop. Mais celui-là, il est tout beau, tout chaud. Ok, c'est ce que je cherchais. C'est vraiment les chiffres là d'il y a 15 jours qu'on a sortis. Donc vous regarderez. Et donc là, on s'est vraiment focusé pour répondre sur les joueurs vraiment réguliers. Ok, donc occasionnel, c'est plus une fois par an. Donc ça, c'est fini. Là, c'est une fois par semaine. Les réguliers. Regarde, si tu descends un tout petit peu, enfin bon, je veux pas. Ah non, mais allons-y, t'inquiète. Justement, on s'est dit, on va étudier un peu plus
un peu plus les joueurs réguliers. Donc tu vois, là, il y a 75% là, c'est écrit clairement. Qui jouent une fois par semaine. Et en fait, excuse-moi. Donc ça veut dire que vous parmi avez... les joueurs. Ah oui, d'accord. Parmi les 70%, excuse-moi. Parmi les joueurs, tu vois, c'est marqué donc, parmi les joueurs. Il y en a 75 qui jouent une fois par semaine. Ok, donc vous avez précisé ce point-là pour expliquer que, alors oui, peut-être que dans les 70%, au total, il y en a qui jouent une fois par an. Exactement. En revanche, dans ce tas-là, il y en a 75% qui jouent au moins une fois par semaine. Ok. Ça veut dire qu'on n'était pas très... en fait, c'est pas si dramatique que ça. Et du coup, quand tu dézoomes, et je veux pas bourriner trop les gens, mais ce qui est impressionnant, c'est que tu as 52% au final, si on ramène tout sur... 52% des Français qui jouent au moins une fois par semaine. Voilà. 52%. Okay. Donc, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il y a... Enfin, et y compris dans ces une fois par semaine, j'ai conscience qu'il y a peut-être des gens qui... on sait qu'il y a une surpondération aussi, par exemple, des femmes seniors de plus de 55 ans, le temps d'un trajet, qui jouent à des jeux mobiles, on va dire casual, voire de base. Mais ça fait pas gonfler le truc au point de dire que le 52% n'est pas représentatif. Bien sûr, il commence à être très représentatif. Voilà. Ok, excellent. Tu vois, en fait, moi, c'est ça que je cherchais et que j'avais pas vu, mais c'est ça que je cherchais comme data. Alors je reviendrai dessus à l'occasion parce que moi c'est le genre de data que j'adore déguster, pour être tout à fait honnête avec toi. On va parler de la PGW maintenant. Ouais. Il y a un truc que je lis souvent, dans mon chat là, d'un peu de gens très sympas, mais qui s'interrogent beaucoup, qui sont, lui il dit, il y en a un tout à l'heure qui disait je suis père de famille, mon fils il veut y aller samedi, je vais l'emmener, machin. En fait, je me posais une question toute bête. Moi je sais pourquoi j'y vais. Bah oui, mais il va venir, il a déjà pris, il a déjà réservé. Mais moi, en fait, je sais pourquoi je vais à la Paris Games Week. J'y vais parce que déjà, je vais voir des gens de l'industrie, je vais discuter avec plein de gens, donc il y aura du relationnel. Je vais croiser aussi des gens qui seront sur place, je me ferai plaisir de discuter de jeux vidéo. Je vais essayer quelques jeux, j'ai quelques jeux en avant-première que je vais essayer en tant que journaliste jeux vidéo, tu vois. Ouais. Pourquoi les gens vont à la Paris Games Week ? Ça, c'est une question que je me pose. Qui va à la Paris Games Week et pourquoi les gens vont à la Paris Games Week ? Est-ce qu'ils vont rencontrer des gens, des influenceurs ? Est-ce qu'ils vont essayer des jeux parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir tous les jeux pour faire leur choix pour Noël ? Enfin, voilà. Je te laisse me dire. Non, écoute, nous, le sel, en fait, en 2010, il y avait un salon qui s'appelait le Micromania Game Show. Et à côté, il y avait le festival du jeu vidéo aussi. Ouais. Je me rappelle. Ouais, alors moi, j'étais pas dans la partie festival encore. Ah oui, d'accord. J'étais loin du jeu vidéo à cette époque-là, mais je pense que c'est important de se rappeler l'histoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est dès 2011, les éditeurs de jeux vidéo via le sel se sont dit, mais attends, en fait, nous, on adore le monde de la distribution et le retail, mais pourquoi c'est pas nous qui faisons la grande fête du jeu vidéo comme dans d'autres gros pays ? Et donc, on a racheté, on a récupéré cette Paris Games Week, et 2011 était la première édition faite par le sel. Ok, donc en fait, en gros, c'est une réappropriation logique finalement, quand on y pense, d'un salon qui était fait par une enseigne de jeux vidéo. En fait, vous avez dit. Et donc, ça veut dire, justement, il y avait une question tout à l'heure que j'avais ratée. Quelqu'un demandait comment est-ce que la Paris Games Week gagne de l'argent ? Ouais, mais ça, je vais vous dire. Donc déjà, continue, pour répondre juste à ta question d'avant, je te laisse continuer. Les gens, donc à partir de 2011, nous, on a pris un parti pris qui reste toujours vrai aujourd'hui, c'était d'être à 8 semaines de Noël. Donc là, sans doute de toute la Paris Games Week, même si le modèle change parce que la marque va peut-être évoluer, on réfléchit à plein de choses, peut-être qu'au bout de 14 ans, il faut renouveler le modèle. Moi, j'ai plein d'idées un peu de fou pour faire évoluer la Paris Games Week, inspiré aussi par les Jeux Olympiques et tout. Enfin, je rêve de trucs de ma boule dans Paris, mais on pourra en parler. J'espère. Mais on verra, nous en dira plus. Il y en aura peut-être qu'un quart qui sera concrétisé. Mais les gens, en fait, on leur a promis un truc, c'est à 8 semaines de Noël, on fait un salon grand public. Il n'y a pas de business area, il n'y a pas de discussion de business, de network, c'est la singularité de la Paris Games Week. On fait par contre un truc vraiment entre le show un peu latin, avec des scènes, beaucoup d'entertainment, beaucoup de parcs d'attractions, on revendique ça. Je ne sais plus quelle année c'était, en 2014, il y avait une tyrolienne géante Fortnite, qui traversait tout le hall 1. Bon voilà, et ben en fait... Du coup, on a installé cette marque auprès des 12-16 ans comme étant un peu le rite initiatique très sympa. S'il y a 2-3 dates dans l'année où on sait qu'on va se marrer, qu'on va passer un bon moment, etc., c'était ça. Et évidemment, les boîtes de jeux vidéo qui sont représentées par le sel font des grands stands et font la promotion de leurs meilleurs jeux, leurs dernières nouveautés, avec une dernière promesse dans la promesse, c'est que c'est grand public,
très ouvert, très chaud, très entertainment et surtout manette en main, c'est-à-dire le côté hands-on. Il faut qu'il y ait des positions de jeu, il faut qu'il y ait des consoles. Moi, je me bats chaque année, mais j'ai pas besoin de beaucoup me battre pour qu'il y ait un maximum de consoles et de tests. Donc, tant qu'on a ça, je pense qu'on répond à la promesse des gens. Après, c'est vrai qu'après le Covid, là, on s'interroge beaucoup. L'événementiel physique a été beaucoup interrogé. C'est que je pense que, pas que la nouvelle génération, mais notamment, s'ils sortent de chez eux, il faut qu'il y ait un effet waouh. Il faut que vraiment la qualité. Moi, je dis, la Paris Games Week, c'est la fête de l'UMA du jeu vidéo. Ouais. Je l'ai dit il y a quelques jours, ça a fait rigoler. J'ai même eu un député communiste qui m'a dit « Ah, génial, fête de l'UMA et tout ». C'était pas sous le sens politique du terme. C'est que moi, j'assume le côté, on parle à tout le monde, on est la grande fête pendant 5 jours, que ce soit des familles qui connaissent rien aux jeux vidéo, qui veulent découvrir, qui se sont fait tirer la manche par leurs gamins toute la semaine et tout, jusque aux joueurs assez pointus qui se disent, je vais passer sur le jeu Made in France, je vais regarder 2-3 jeux indés que j'aime bien, croiser 2-3 copains, et puis tiens, il y a tel jeu, je l'ai pas encore à la maison, je vais le tester sur PC, voilà. Voir ce que ça donne. Le hardcore donne. gamer, un peu pointu, machin, et puis voir le stand accessoires, parce qu'il est plutôt bien foutu, voir s'il n'y a pas 2-3 trucs que je peux ramener. Mais nous, on parle à toutes les familles du jeu vidéo, tu vois, c'est la force et la faiblesse de la PG. Mais j'insiste sur un truc, c'est que j'aimerais qu'il y ait plus l'union sacrée autour de la PG. C'est ce que j'essaye de faire avec toutes les assos, pour vraiment qu'on prenne conscience que le salon, on se bat chaque année pour qu'il ait lieu, mais c'est la vitrine du jeu vidéo français et qu'il y a très peu de pays qui conservent un salon. Il y a les Allemands, qui ont le plus gros salon au monde. Il y a les Japonais avec le Tokyo Game Show. Mais les Américains l'ont perdu, les Italiens, ils en avaient un, ils en ont plus, l'Espagne, ils en ont pas. Enfin voilà, les Anglais, ils essaient d'en recréer un parce qu'ils ont tous crouché il y a quelques années et ils s'en mordent les doigts. Donc voilà, pendant une semaine, on fait l'union sacrée du jeu vidéo, joueuses, joueurs, boîtes, petites studios, et on donne à voir le meilleur du secteur. Je trouve que c'est cool. Enfin voilà. Et quand tu vois, tu disais justement qu'il y en a qui avaient perdu au fur et à mesure, j'imagine que c'est souvent des raisons financières ou peut-être manque d'appétence. Est-ce qu'à chaque fois il y a le stress, est-ce qu'on va réussir, est-ce que ça va marcher, ou bien est-ce que on est plutôt tranquille, on sait que ça fonctionne et on sait qu'on a des financements pour pouvoir le faire. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis pas très très clair dans ma question, mais si. Non, je dois la vérité. La Paris Games Week, c'est un combat chaque année. Ok. Il faut pas croire que en fait derrière c'est YouTube qui se déplace. Non. Les boîtes de jeux vidéo, en tout cas certaines, génèrent des gros revenus et donc derrière il y a des boîtes qui sont solides, mais la question, elle est vraiment de renouveler l'expérience à chaque fois parce que la clé de la réussite, c'est si les gens viennent ou viennent pas. Bah oui. Et tu n'as aucune certitude. Personne. L'E3, tu l'as vu. Hein, bah oui, c'est un gros salon au monde. Tu as des gens qui sont très malheureux de la disparition de l'E3. Voilà, et je peux comprendre, c'est un rendez-vous de malades. Et on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas les reins solides. Hein. Il y avait des grosses boîtes derrière. Ils ont fermé, pas du jour au lendemain, mais ils ont fermé. Donc la Paris Games Week, je ne dis pas qu'elle est menacée, mais l'événementiel physique, c'est un combat. C'est pour ça que quand je dis il faut l'union sacrée autour, bien comprendre que tu as quelques assets, quelques atouts dans ta main en tant que jeu vidéo français, il faut les défendre mordicus, quitte à participer au débat autour de la Paris Games Week, ce qu'elle devrait être, l'ouvrir à d'autres choses. Moi, j'entends peut-être plus renouer avec les grosses LAN parties. On invite, par exemple, les joueurs d'e-sport amateurs de toutes les régions, faire une grosse compète. Voilà, peut-être plus festival, peut-être plus de scènes, plus de... Voilà. Mais il faut vraiment que il y a une union sacrée des boîtes autour de moi, je la sens, que ce soit de Capital Game, du SNJV à nos côtés, tous les syndicats qui représentent le jeu vidéo. Mais non, c'est une bataille. Pour répondre à ta question, c'est une bataille. Okay. C'est une bataille. Ça tient sur pas beaucoup de gens. Hein. Pas beaucoup de gens. Purée. Et puis, et puis aux États-Unis, il y a eu... Alors... Black Hills, il dit un truc qui est... Alors, j'ai vu que le début de ta question, mais je trouve ça ultra pertinent. Un salon de type E3 n'a plus d'intérêt pour les éditeurs maintenant, à cause de se mettre tous en concurrence, de dépenser des millions sur une semaine quand tu peux faire sa conférence à moindre coût. C'est pour ça que la Paris Games Week, c'est pas une conférence. Enfin, il n'y a pas cet aspect conférence. On l'a eu une fois avec Sony, mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est un grand rendez-vous de rassemblement d'éditeurs qui sont là pour être ensemble. D'ailleurs, moi, ça m'a toujours fait sourire, mais... Je me rappelle souvent, je ne sais pas si ça sera le cas cette année, je n'ai pas encore regardé le plan de l'organisation sur la Paris Games Week, mais souvent tu as PlayStation face à Xbox
Moi, je me rappelle, j'avais pris une photo où tu avais vraiment PlayStation, Xbox face à face avec... tu avais deux personnes brandées, habillées machin, et qui étaient là l'une face à l'autre. Et ils avaient joué le jeu avec moi. On avait fait une photo tous les trois avec une sorte de... Tu sais, la grosse concurrence, mais on est ensemble au même endroit, tu vois. Ça m'avait fait sourire. En fait, peut-être effectivement, tu me dirais si j'ai tort, mais qu'il y a cet aspect où... comme les éditeurs, ils sont là. Je ne sais pas du tout si aux États-Unis c'était les éditeurs qui géraient le 3 ou bien si c'était un peu. Si les éditeurs. En fait, qu'est-ce qui a pu mal se passer au-delà du fait qu'on a eu un certain monsieur qui a fait preuve d'une forme d'opportunisme qui s'appelle Geoff Keighley. Moi, j'ai rien contre lui personnellement, même si je trouve que le 3 c'était mieux que ce qui est proposé aujourd'hui et qui a tout raflé en fait en faisant un truc ultra. Merchandising avec des pubs de partout, machin un peu différent, alors que le 3 c'était pas la même chose. Donc ça c'est le lobby américain. Ok, merci Malo. Donc en fait, c'est l'équivalent du sel. Moi, je parle avec le patron hyper charismatique. Le mec est plus charismatique que Barack Obama. Ah ouais. Quand je lui parle, c'est un Stan Pierre-Louis. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Il défend l'industrie du jeu vidéo magnifiquement. Et est-ce que ça fait pas peur ? Mais moi, il m'a vraiment raconté toute l'histoire de la fin de l'E3. Ouais. En résumé et sans révéler les secrets de famille, en fait, ce qu'il faut comprendre. Et j'ai vu des questions dans le chat. Si t'envoies, n'hésite pas. C'est pas comparable le 3 et l'APG déjà. Au-delà de la force de frappe, chacun joue dans sa cour, je me compare pas à l'E3. Mais l'E3, ils étaient hyper en avance de phase des sorties des jeux et ils se positionnaient comme le lieu des world reveals. C'est-à-dire, tu as un gros jeu à sortir, c'est à l'E3 que tu vas venir le sortir. C'est ça la hype de l'E3. Et je comprends, c'était les Américains, c'est le marché américain, pas de souci. Il faut se souvenir, par exemple, la NES de Nintendo, elle est sortie d'abord sur le marché américain, qui était une espèce de POC pour la tester, un mois avant la sortie mondiale. Donc, il y avait une avance de phase, tout était un peu en avance de phase aux États-Unis. Ça a complètement disparu. Aujourd'hui, tu as une désaisonnalité de la sortie des jeux. Tu as des gros jeux qui sortent toute l'année. Donc en fait, un salon comme l'E3 qui s'était positionné de manière très ponctuelle. C'était un diamant dans la saison, mais vraiment sur les grosses reveals, c'est mort parce que nous quelque part, on est sauvés par le fait qu'on est vraiment 8 semaines de Noël, donner envie de mettre le jeu au pied du sapin. Je veux dire, je ne vais pas mentir. C'est ça, viens tester les jeux sur le stand Nintendo, PlayStation, etc. Et tire la manche de maman ou de papa en disant je le veux, je le veux. Okay. Et puis tu repars avec ou tu l'achètes. Nous, c'est un salon grand public, consommateur. C'est vrai, à la base. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plein d'autres choses. C'est-à-dire que moi, je prends vraiment ma casquette d'essayer d'expliquer à des gens qui n'y connaissent rien, quitte à ce qu'ils passent 2 heures ou 3 heures dans nos allées, ils repartent, ils se disent « Ah ouais, le jeu vidéo, c'est plus que ce que je pensais. C'est un univers de ma boule. J'ai vu du cosplay, mes enfants m'ont expliqué qu'il y avait des streamers, j'avais pas bien compris ce que c'était. En fait, c'est un peu les journalistes des temps modernes de cette nouvelle industrie. Ils repartent, ils ont mieux compris. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'avais vu quelqu'un dans le chat qui disait Malo, je savais que tu n'allais pas aimer le journaliste des temps modernes. Malo, il est journaliste à JV. Oula. Et donc quand tu as dit ça, je me suis dit alors lui. Mais bon, moi j'ai compris ce que tu voulais dire par là et je pense qu'il a compris. Il est un peu taquin, Malo. Quoi qu'il en soit, en fait, moi, le truc aussi que tu mettais en avant et que je trouve qui est ultra pertinent, c'est que tout à l'heure dans le chat, il y a quelqu'un qui disait mais moi, en fait, la Paris Games Week, ce sont des gens qui sont des gens adultes, qui connaissent bien le jeu vidéo et qui disaient tout à l'heure dans le chat, j'ai vu quelqu'un qui avait dit en fait, moi, à la Paris Games Week, j'y vais pas parce que je vais pas aller faire une queue d'une heure ou d'une demi-heure pour jouer à un jeu qui est déjà sorti ou que je connais déjà. Mais le truc, c'est que les gens ne sont pas tous toi, la personne du chat en question. Il y a des gens qui, en fait, ont envie. Moi, je le prends au sérieux. Des VSH 3000, j'ai vu plus loin, plus haut, exactement ce que tu dis. 3 heures avec l'ambiance de la PG, tu reviens qu'un mal de tête, etc. Après, c'est le concept même des salons, de l'événementiel physique. Moi, je vais pas du tout. Je dois convaincre ces gens-là de remettre un pied à la PG. Moi, la seule réponse que j'ai, c'est depuis le Covid, ce qu'on a essayé de faire, et je serais heureux que vous, qui me dites ça dans le chat, vous veniez voir pour donner une dernière chance peut-être à la PG, dire si ça a changé par rapport aux années
17, 18, 19. Mais on a fait un très, très gros effort, par exemple, d'élargir les allées de déambulation, de jouer beaucoup moins. Aujourd'hui, moi, je joue pas la billetterie à fond pour avoir 300 000, 350 000 personnes. Si on en a 200 000, on rentrera dans nos frais, donc ça suffit. Et je préfère une qualité d'expérience. On a travaillé avec tous les standees, ça paraît rien, mais un flux d'entrée, un flux de sortie, c'est des trucs très cons, mais des sens de circulation. Vous allez me dire pourquoi vous le faisiez pas avant. On le faisait, mais il y avait aussi des scènes, pour ceux qui connaissent la PG, des scènes où il y avait 400 personnes à un moment qui s'enjaillaient, si vous passez l'expression, sur des choses, et donc le flux était complètement perturbé. Vous pouvez avoir des streamers qui débarquaient à l'improviste, ça provoquait des mouvements de foule. Tout ça, on l'a beaucoup professionnalisé. Aujourd'hui, il faut savoir, par exemple, qu'un créateur de contenu qui dépasse une certaine audience, il a l'obligation, via l'éditeur qui l'invite, de passer par l'organisation du salon. Il y a tout un fléchage, toute une organisation pour le recevoir, pour que justement cette mise en danger, entre guillemets, de nos publics ne soit absolument plus possible. Et même pour la personnalité, aujourd'hui, on a beaucoup de satisfaits des streamers qui disent mais c'est le jour et la nuit. L'an dernier, on est venu à la PG, merci, on a été bien accueillis, on est sortis, voilà, c'est un salon pro, etc. Donc, que vous répondre, oui, certainement, vous finirez la PG avec un petit mal de crâne. Je ne vais pas te dire le contraire, parce que ça crache du décibel. Mais c'est la fête. Mais y compris sur ce volet-là, par exemple, il faut savoir qu'il y a des contrôles de décibels, stand par stand. Alors là, on va passer pour des mormons, mais on surveille, nous, en tant qu'organisateurs, que le salon soit de plus en plus vivable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de familles qui viennent, voilà. Après, le temps d'attente pour jouer à un jeu, eh ben, quand vous avez 35, 40, 45 ans, vous avez l'impression que vous avez joué à 2 jeux et demi et que le salon était un enfer. Et quand vous avez mes 2 fils, ils ont 8 et 12 ans. L'année dernière, j'ai fait l'expérience salon sans griller les fils, sans rien. Hein. La légitime, moi, j'avais l'impression que mon salon, c'est vrai que le temps d'attente était un peu long. J'ai demandé à mes enfants, alors qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était génial. Les gamins, ils sont comme des fous. Donc, je reconnais que pour les jeunes publics, c'est un moment d'extase absolue. Vous allez sur le quartier manga cette année, il y a un photocall avec un Luffy géant. Et ben rien que ça, les gamins, ils sont comme des fous. Voilà, c'est à mi-chemin entre le parc d'attractions et qui n'est pas allé à Disneyland, et après exténué le soir, mais content. Moi, je me compare un peu à ça aussi. Je comprends parfaitement. Et donc, ça veut dire effectivement, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelque part où les gens, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une écoute concrète de une année sur l'autre de ce qui se passe pour voir ce qui peut être amélioré, ce qui peut être changé. Tu parlais des allées, moi je me rappelle de cette bascule effectivement où les allées avaient été élargies. Ce genre de choses-là. Malo, tu n'y étais pas encore allé. Je pense que tu vas être assez surpris parce que Malo, il a dit il va donc demain soir à la soirée presse. Ah, cool. Et donc, j'enlèverai ce que j'ai dit sur la comparaison journaliste, influenceur. Et c'est vrai que moi j'ai remarqué la différence avec les streamers. Moi aussi j'ai eu des retours. Moi j'ai pas mal d'amis qui sont dans cet univers-là, influenceurs machin, et qui disaient effectivement que oui, maintenant c'était beaucoup plus facile entre guillemets pour eux de pouvoir y accéder avec des choses un peu carrées. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable écoute de ce qui se fait en fait d'une année sur l'autre pour pouvoir améliorer point par point l'année d'après au maximum à chaque fois. Oui, de toute façon, sinon les gens viendront plus. Et peut-être un mot sur post-2019, enfin post-Covid, il y a 2 grandes évolutions. L'évolution vers la qualité d'accueil de nos publics, parce que de toute façon, les boîtes m'ont demandé, c'était l'orientation que les boîtes m'ont demandé, mais aussi les visiteurs. En fait, chaque année, il faut que vous sachiez qu'on fait une enquête sur 4000 visiteurs de la Paris Games Week, avec tous les profils, etc. Avec une méthodologie sociale comme un sondage, très représentatif, avec des échantillons, etc., pour écouter nos publics et ce qu'ils veulent. Et quand on a mis côte à côte ce que voulaient nos publics, quand on a rallumé la Paris Games Week, le truc qui dépassait tout, c'était vraiment accueillez-nous correctement, qu'on ne marche pas dessus. Contrairement à ce que des gens pouvaient kiffer à la PG, parce que par ailleurs, j'ai aussi des gens qui me disent mais moi, j'aimais bien quand il y avait des logos sur... Je ne vous cacherai pas, il y a aussi ça. Voilà, il y a des stands qui... Donc, on a essayé de trouver un compromis. On n'est pas Vivatech. Je suis désolé, et n'en déplaise à ceux, mais on est la Paris Games Week, donc il faut continuer à faire la fête. Moi, tant que je serai vivant, je continuerai à avoir une Paris Games Week où il y a des... Aujourd'hui, cette année, il y aura 13 scènes. Il n'y a jamais eu autant de scènes à la Paris Games Week, donc on va faire la fête, on va vivre des trucs en collectif, il y aura du monde autour des scènes. C'est ça la Paris Games Week, c'est ça qui fait qu'on sort de chez soi, mais on peut le faire correctement en accueillant bien les gens, sans que les gens se piétinent, etc. Donc ça, on a fait un gros travail, premier point. Et deuxième, les influenceurs. Énorme move.
ou comment une PG, qui est la fête de l'humain du jeu vidéo, se positionne par rapport au monde des streamers, avec, avec des grands prix de Formule 1 qui drivent 1 million de personnes en ligne, avec... des choses qui s'annoncent à Inoxtag qui fait l'Everest et qui monte son expérience dans les salles de ciné, c'est un carton absolu, etc. Donc nous, on a un positionnement qui n'est pas facile parce qu'en fait, on a oscillé entre plein de stratégies. Entre on est un terrain de jeu magique, venez, régalez-vous, faites ce que vous voulez, ou on va les chercher proactivement et on leur dit, on va proposer quelque chose de spécifique. Ouais, voilà. Et on n'arrive pas à totalement trancher pour être sincère. Cette année, on est vraiment reparti parce que ça nous semblait le meilleur après avoir discuté avec pas mal d'agences et de streamers. C'était vraiment de leur faciliter le fait de faire des trucs qu'ils n'avaient jamais fait. Voilà, Samuel Etienne, qui est notre ambassadeur cette année, alors c'est un streamer parmi d'autres, mais il va faire par exemple la veille, un peu, le salon ne sera pas encore ouvert, il va faire découvrir un peu le musée éteint la nuit qu'on fait découvrir. Voilà. Mais oui, on n'a pas tout réglé encore. Comment on se positionne par rapport aux streamers, aux influenceurs, on a cette concurrence-là aussi, il ne faut pas se cacher. Bien sûr. Et juste avant de clôturer, c'est quoi cette année la Paris Games Week ? Qu'est-ce que ça ? Si tu devais nous faire une phrase pour nous dire exactement ce que c'est la Paris Games Week, j'imagine que tu me dis la grande fête, ça je l'ai bien entendu. Mais encore. Non, mais j'ai vu en plus Disneyland, je prends que des mauvais exemples. Je compare les journalistes aux streamers et là, je compare la Paris Games Week à Disneyland. Mais oubliez, parce que là on est dans le flow du truc. Mais oui, non mais t'inquiète pas. Mais comment ? Alors, la Paris Games Week cette année, je pense que honnêtement, ça fait un peu vendeur de yaourt, mais c'est ton yaourt en même temps, hein, donc. Mais c'est mon gros yaourt. Oui. Et hier, j'avais des frissons pour vous partager ça aussi. J'avais les premières photos de Comexposium, notre partenaire, qui montraient les stands qui sortent de terre. L'événementiel physique. C'est ça le kiff absolu, c'est que tu travailles pendant 6 mois et puis à un moment, je partage juste ça. En fait, tu vois les stands qui sont construits et on t'envoie des photos de nuit de la porte de Versailles qui commence, c'est la Paris Games Week, commence à sortir de terre. C'est assez sympa. Bon, enfin, moi, ça me. Le bébé qui arrive. C'est rigolo. Et donc, nous, cette année, la vraie particularité, c'est qu'on essaie de bouger la Paris Games Week d'un salon purement gaming à un salon de la pop culture. Moi, c'est notre gros défi d'ici à 2030, c'est de continuer à accélérer. En ayant toujours les 3 halls. Le hall 1, jeux vidéo, densité de jeux vidéo, d'offres, de tests de jeux, etc. Le hall 2, assez famille avec la Paris Games Week Junior et une grande scène, un grand espace professionnel parce qu'on s'ouvre, mine de rien, à être le lieu quand même où les professionnels pendant 5 jours vont venir échanger. On a une grosse scène de talk pendant 5 jours qui va s'appeler Future of Gaming. C'est la première fois qu'on crée. Et le hall 3, de talk de professionnels qui vont parler au public. Oui, alors, qui vont parler au public, non. Ils vont parler entre eux, mais tout à fait. Avec le public qui pourra regarder. 150 places pour les professionnels, avec 5 jours de programmation d'expertes et d'experts du secteur. Tous les jours, une coloration, un thème dominant de ces thèmes professionnels. Voilà, c'est uniquement ouvert aux professionnels du secteur. D'accord. Ouais, tout à fait. Et à côté, il y a un business VIP qui permet le networking avec les panélistes qui seront intervenus sur la scène, mais aussi plus globalement, toutes les boîtes qui veulent se croiser avec des bureaux louables sur place, etc. Jamais on avait fait ça, donc on met un pied dans la porte on veut être le rendez-vous business de la France et de possiblement l'Europe du Sud. Donc en fait, ça et cette partie-là, c'est décorrélé de ce que connaît le public de la Paris Games Week, parce que eux, ils ne vont pas. Les gens pourront passer devant le stand où c'est marqué Future of Gaming, mais comme dans beaucoup de salons, ça sera l'espace réservé aux professionnels. Voilà. Et en fait, nous, on s'est dit, à un moment où le secteur va pas fort, à un moment où on nous dit y a plus autant de salons que ça dans le monde, il faut que la Paris Games Week joue à fond son côté connexion. Et il y avait une forme de frustration les dernières années. J'avais une délégation de Konami, le patron japonais de Konami il y a 2 ans, une délégation japonaise de Square Enix qui passait sur le salon. C'était fou ce que le salon drivait en termes de passage, de sommité de l'industrie. Et nous, comme on était un salon très B2C, à l'approche de Noël, on s'était toujours dit non, mais nous, c'est le public. Et là, on s'est dit, mais en fait, c'est quand même dommage. Il faut répondre à ces personnes-là. Oui, parce qu'en fait, ça fait shiner la Paris Games Week. Et dans leur décision de dire oui à leur boîte l'année d'après de venir, tu as un rapport qui n'est pas pareil à l'événement parce que tu as participé comme speaker, etc. Donc, on aura une scène incroyable d'un point de vue expertise. J'espère bien que tu vas venir. Je viendrai. Moi, j'ai déjà 2-3 rendez-vous avec des gens que je ne m'attendais pas du tout à voir à la Paris Games Week. Je ne sais pas du tout si j'ai le droit de
de le dire, donc je ne dirai rien. Ouais. Mais j'ai rendez-vous avec des créateurs de jeux vidéo. Je ne savais même pas que j'aurais pu les voir en France un jour. Oui, mais c'est pour ça, je réponds en même temps à la pop culture parce que je me suis complètement à Disneyland. La Paris Games Week a bougé. C'est plus la Paris Games Week de 2019 ou de 2022. Venez voir ce qu'est la Paris Games Week pour le meilleur et pour le pire. Mais on a fait évoluer vraiment le salon. Dans le hall 3, on a toujours cette grande scène e-sport où on aura quand même une programmation assez folle. Et on a un grand village sport et e-sport de 3000 m² où on va, nous on est le seul salon au monde aussi où on dit ça sera manette en main, basket au pied, c'est notre nouvelle un peu mantra, et où tu vas faire du basket 3-3, tu vas t'initier au skateboard parce qu'on joue sur le Paris Games, le X Games, et donc il y a possibilité aussi de donner envie aux gamins de tester une partie de jeu et ensuite d'aller faire une partie de 3-3 de basket ou de voir le vice-champion olympique de skateboard, puisqu'on aura des médaillés olympiques de skateboard qui vont venir faire des démos. On s'interdit rien, voilà, c'est un show, la Paris Games Week. C'est pas, désolé, c'est pas un tacle que je remets, on n'est pas la Gamescom, on n'est pas le Tokyo Game Show. Oui, on mange pas par terre parce que c'est pas impeccablement propre. Oui, il y a des scènes qui font du bruit. Oui, on est la Paris Games Week et donc on a une certaine ADN. On est le rite un peu initiatique de générations qui se disent tiens, le temps d'une après-midi, je vais me marrer et je vais avec mes groupes de copains. On a deux catégories de visiteurs. On a des familles aujourd'hui, avec 2 enfants en bas âge généralement, 12 ans, 13 ans. Et on a des groupes d'ados, je le voyais plus haut dans le chat, des groupes d'ados, et moi ça m'émeut à chaque fois, des groupes d'ados qui viennent à 5, 6, des groupes de filles, des groupes de mecs, souvent ils sont pas mixés, voilà, qui viennent 13, 17 ans et qui passent la journée à la Paris Games Week. Ça c'est notre gros profil. Basique, les 2 gros types de profils. Mais avec une diversité sociale, diversité, aucune industrie culturelle au monde n'a le public de la Paris Games Week. Rien que pour ça, il faut venir à la Paris Games Week. Vous vous posez, vous regardez. Et vous voyez des opposés totaux. C'est pas, je ne juge pas la musique, je ne juge pas le cinéma et tout ça, mais il y a des cultures qui sont parfois quand même bien sûr, chasse gardée. Et j'adore le ciné, je suis un gros cinéphile et j'aime bien le livre. Mais le jeu vidéo a cette force-là que tu te poses à l'APG. C'est pour ça que je dis la fête de l'humain du jeu vidéo. Tu te poses, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et moi, ça, voilà, j'adore. D'ailleurs, j'ai un cousin qui avait... alors lui, il entre dans aucune catégorie, mais pareil, mais je pense qu'il a gardé son héritage de l'ado dont tu parlais tout à l'heure, parce que lui, mon cousin, il a une trentaine d'années, et il m'a dit, ouais, moi je viens samedi, donc il habite le Nord, et il va prendre sa voiture pour venir à Paris Games Week avec ses potes le samedi. Donc tu vois, il m'a dit, ouais, Tanguy, est-ce que tu viens samedi avec moi? J'ai dit, attends, écoute, moi j'y vais mardi, parce que bon, la soirée du mardi, moi j'aime bien parce que je vois des gens, c'est du networking pour le coup. Et après, j'y vais le jeudi. D'ailleurs, jeudi, moi je fais mon émission Sur place de 11h30 à 13h30 avec Karl qui est là-bas, là. Et après, mon cousin, il y va samedi. Bon, si j'arrive à me motiver, Nicolas, peut-être que je passerai faire un tour. Ah oui. Peut-être que je passerai faire un tour samedi. Bien sûr. Et Malo, il vient de Rennes, je crois, et il sera là demain soir, en tout cas. Voilà. Ah, Malo, c'est breton, ça. Clair. J'ai un copain qui s'appelle Malo, il est breton. On se rabibochera autour des journalistes et des streamers. Et des streamers. Bon, mercredi et jeudi. Ah ben Malo, voilà. Et mercredi et jeudi. Ben écoute, on se croisera jeudi. Malo, si tu veux faire les allées de la Paris Games Week avec moi jeudi, c'est avec grand plaisir. J'ai quelques rendez-vous. Il n'y a pas de crotte de chien dans les. Non, il n'y a pas. Mais il est taquin que Sobar. Très, très cool, mais très taquin. Très cool, mais très taquin. En tout cas, Nicolas, merci à toi. On a débordé un peu parce que en fait, je te devais bien ça. Je savais pas que t'attendais en bas. J'en suis encore. Je suis encore désolé. Fallait que je prenne ton nouveau numéro de téléphone parce qu'en fait, moi, j'ai ton numéro d'il y a 2-3 ans, je crois, et t'as dû changer entre deux. Les amis, la Paris Games Week, c'est à partir de mercredi pour le grand public jusqu'à dimanche. Dimanche. Personnellement, moi, c'est toujours un plaisir d'y venir, très honnêtement. Au-delà de la soirée presse que, pour le coup, j'adore vraiment. Et dans mon agenda. À chaque fois qu'il y a la date de la soirée presse qui apparaît, ma femme, elle le met dans l'agenda parce qu'elle sait qu'il ne faut rien me demander. L'année dernière, j'étais à Dijon chez des amis pour Halloween. J'ai fait l'aller-retour. Je suis parti à 15h. Je suis arrivé pour la soirée presse et je suis revenu à Dijon après à 23h. Voilà. Je suis arrivé à 3h du matin. Donc moi, c'est un moment que j'aime beaucoup. Et c'est pas parce que tu es là que je le dis. Je l'ai toujours dit, la Paris Games Week. Non, on a le droit de aimer la Paris Games Week. Et on a le droit aussi de l'aimer. Enfin, voilà. Et puis de nous demander de la changer, de faire plus de ceci, plus de cela. Nous, c'est la fête de tout le monde. Donc, il n'y a pas de souci. Mais j'insiste d'avoir un salon pour tous ceux qui aiment le jeu vidéo
C'est une denrée rare et il faut le jour où tu l'as plus, la gueule. T'as plus d'occasion de la critiquer. Ouais, exactement. Donc, en tout cas, on se donne rendez-vous, Nicolas. On se voit peut-être demain soir, déjà. Ouais. Et puis jeudi, probablement, si je te croise dans les allées, on va faire un petit coucou aux gens dans le chat. Merci encore d'être venu comme ça. C'est super sympa. Écoute, ça me fait plaisir. Hein. On remettra ça l'année prochaine ou l'année d'après. On verra bien en fonction des évolutions. Quant à vous dans le chat, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été taquin et d'avoir parlé avec Nicolas, avec votre façon de faire bien à vous, que moi j'aime beaucoup, et Nicolas je pense qu'il a bien aimé aussi. Venez vérifier par vous-même à la Paris Games Week. Nous on y sera jeudi, si vous voulez qu'on se croise et pour faire des coucous et tout, n'hésitez pas. Hein, après bon, il y a des gens qui travaillent et tout, mais en tout cas on y sera jeudi, peut-être samedi, on verra bien. Merci encore Nicolas. Merci beaucoup. Merci vous le public, merci à mon Karl. À bientôt. Ciao. Merci.